Bienvenue à Débat de Cité MKO, espace dédié au débat, aux échanges entre citoyens sur les sujets brûlants de l'actualité de notre époque et de notre temps. Débat de Cité MKO est un lieu d'expression libre et ouvert abordant des thèmes tels que la démocratie, la gouvernance, la justice, l'économie, l'éducation, la santé et bien d'autres. Chaque débat est une plongée profonde dans des sujets d'intérêt public visant à éclairer les consciences et encourager l'engagement citoyen, personnel et volontaire. L'objectif vise à dépasser les limites politiques et partisanes en favorisant une discussion inclusive. Rejoignez-nous chaque dimanche soir de 21h à 23h GMT en direct sur Xspace, Twitter. Débat de Cité MKO, véritable contrôle et veille citoyen. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce énième débat de cité. Je suis juste en train d'éteindre une connexion pour essayer d'en ouvrir une autre. Voilà. Donc, je vous remercie et je souhaite donc la bienvenue à toutes les personnes qui sont présentes ce soir pour ce énième débat de cité MKO sur le thème « Le mariage est-il nécessaire? Le divorce est-il utile ?» Et vous avez parfaitement bien compris qu'il s'agit pour nous de créer plutôt le cadre d'un débat entre mariage et divorce ou entre divorce et mariage. Pour la plupart d'entre vous, les juristes ont du mal à définir le mariage en tant que tel. Le Code civil français, par exemple, ne donne aucune définition du mariage en tant que tel. Un certain nombre de textes juridiques ont tenté ça et là de donner une définition du mariage sans que cela ne soit à même de pouvoir prendre en charge aujourd'hui les deux tendances qui reviennent systématiquement lorsqu'il s'agit pour les juristes ou de définir le mariage ou de l'appréhender. Le mariage est d'abord un contrat. Il consiste justement en un échange de consentement entre deux personnes de sexe différent jusqu'à il y a longtemps. Un certain nombre de législations se sont ouvertes à la perspective d'une union entre deux personnes de même sexe. Ce n'est pas encore le cas sur le continent, à l'exception d'un pays comme l'Afrique du Sud. Je m'en vais très vite le signaler, mais ce n'est pas le propos. À partir du moment où deux personnes ont opté pour le mariage et que le dispositif du mariage répond des objectifs du contrat, ça veut dire qu'il faut au moins deux personnes qui échangent leur consentement sans aucun vice et qui décident de s'établir dans le cadre d'une relation de conjugalité en déterminant les aspects patrimoniaux qui sont assez déterminants dans leur mariage. Au même moment, une partie des juristes tente de définir le mariage comme étant une institution, c'est-à-dire un statut légal qui permet à un homme et à une femme, dans la plupart des cas, et l'hypothèse est plutôt africaine, de s'installer dans ce statut, de se considérer comme mari et femme, ou comme femme et mari, ou comme épouse et époux, ou comme épouse et mari. Dans cette perspective, la loi indique les éléments qui sont déterminants dans le cadre de ce statut, qui sont déterminants dans le cadre de la définition de l'institution mariage. On ne va pas se casser la tête ici à savoir si le mariage est ou un contrat ou une institution. Il est à la fois un contrat et une institution. À partir du moment où on a défini cela, comment se noue une relation de conjugalité? Elle se noue de diverses manières. Dans les zones urbaines pour la plupart, le mariage est célébré devant l'officier d'état civil, qui est le maire ou ses adjoints.
En dehors des zones urbaines et dans les zones rurales, le mariage est célébré suivant la coutume. La coutume pouvant être ici celle de la tradition, c'est-à-dire la coutume traditionnelle du mari ou de la femme, ou du candidat mari ou de candidat de la femme, ou l'un et l'autre. La deuxième forme de mariage, toujours sur la base de la coutume, c'est que la coutume peut résulter également du culte de la religion. Il y a des pays dans lesquels le mariage, la célébration du mariage est acceptée suivant qu'il est fait devant l'officier d'état civil avec les formes qui sont prescrites par les lois et les règlements. Le mariage qui est célébré suivant la coutume traditionnelle ou suivant la coutume religieuse, avec une possibilité justement pour les gens du culte religieux de célébrer le mariage et d'en attester via un certificat qui peut tenir lieu de certificat de mariage ou qui peut tenir lieu d'attestation de mariage à charge pour les candidats au mariage d'aller valider cette attestation devant le juge. Bien évidemment, lorsqu'on établit le mariage suivant la coutume, on a quelques difficultés à déterminer le régime matrimonial, sauf à le faire postérieurement. Et on a quelques difficultés également à définir l'option matrimoniale, à savoir, est-ce que l'on se marie à une, à deux, ou à trois, ou à quatre, dès lors que cette possibilité existe. Bien évidemment, la coutume n'étant pas écrite, ou pas généralement écrite, elle ne laisse pas de place justement en ce qui concerne les preuves éventuelles d'un mariage, sauf à les apporter par des éléments de fait. C'est pour ça que la perspective du mariage, lorsqu'elle est célébrée, du mariage lorsqu'il est célébré devant l'officier d'état civil, est plus facile à appréhender dans les formes que lorsqu'il est célébré en dehors. Et s'il est célébré en dehors, dans des situations où le cadre juridique permet, par exemple, de se marier à plus d'une, on a beaucoup de mal à apporter la preuve de l'intention initiale du mari de prendre plus d'une épouse ou de l'intention initiale de l'épouse d'accepter un mariage polygamique. Sans compter que la problématique de la séparation des biens ou de la communauté des biens se pose, même si, à bien des égards, il se trouve que dans le pays où se trouve la juridiction concernée, la loi définit l'hypothèse dans laquelle les maris et épouses peuvent se marier suivant un régime de la séparation des biens qui peut être le régime légal ou le régime de la communauté des biens qui peut être le régime légal, sachant bien qu'entre les deux, les maris et épouses ont la possibilité de tous les aménagements possibles et on retombe sur la question du mariage contraint. Ce mariage, aujourd'hui, est de moins en moins célébré parce que simplement les unions libres, y compris en Afrique, prennent le relais du mariage civil en tant que tel. Sans compter tous les aménagements d'accouplement qui peuvent aujourd'hui être des substituts au mariage parce que simplement les gens n'ont pas trop envie d'aller célébrer le mariage civil devant le maire et encore moins devant l'officier d'état religieux dans l'hypothèse où l'option est religieuse. La coutume restant celle qu'elle est, c'est-à-dire que les célébrations se font suivant la tradition. Je vous indiquais tout à l'heure que le mariage n'est pas toujours l'option première des jeunes couples qui restent plus longtemps ensemble, y compris en Afrique, avant éventuellement de se marier, dès lors qu'ils ont la possibilité de mener une vie de conjugalité parfaite, c'est-à-dire vivre ensemble sous le même toit, aussi avoir des enfants et les élever convenablement comme dans l'hypothèse d'un mariage. Ce qui est le plus courant également, ce sont les divorces, qui interviennent plus vite, qui interviennent plus rapidement, et qui donnent souvent l'impression aujourd'hui que l'on se marie aussi vite que l'on divorce. Et d'ailleurs, à ce propos, lorsque vous passez en revue un certain nombre d'éléments, par exemple en ce qui concerne
le top 5 des pays africains où l'on divorce le plus, et la source est visée Wise Voter, et cette source a travaillé donc sur les statistiques relativement au divorce dans les différents pays d'Afrique. Il se trouve qu'en top 5, c'est plutôt la Libye qui vient en premier. Sur 1000 habitants, il y a 2,5 qui divorcent. Et la Libye occupe le premier rang africain et le 18e rang mondial. La Libye est suivie d'un pays comme l'Égypte, qui est deuxième. Sur 1000 habitants en Égypte, il y a 2,2% qui divorcent. Et l'Égypte occupe le 23e rang mondial. L'île Maurice est troisième en Afrique et sur 1000 habitants, 1,7% divorcent et l'île Maurice occupe le 50e rang dans le monde. L'Algérie est quatrième avec 1,6% sur 1000 habitants, 53e mondial. Et enfin, les Seychelles occupent le 5e rang avec 1,5% de divorce et il occupe le 65e rang. Quelles sont les causes de divorce? Elles sont multiples en Afrique. Elles sont liées en premier à de la mésentente entre hommes et femmes. Et généralement, les premiers divorces interviennent entre 0 et 3 ans. Le deuxième élément est lié à une série d'incompatibilités qui prennent en compte justement l'influence de la famille ou du groupe familial sur le couple en tant que tel. Cette influence est de plus en plus grande que les couples, les 5 premières années, vivent le plus souvent à l'intérieur de la construction familiale, en partageant donc la cour familiale et sans compter le repas familial qui repose le plus souvent sur la jeune épouse. Le troisième élément tient au couple lui-même, à tout ce qui concerne les questions d'infidélité et les questions justement de disparité qui peuvent exister entre les couples. Toujours est-il que les causes de divorce sont à peu près les mêmes un peu partout. Et ces causes de divorce amènent le plus souvent le couple, qu'il soit marié dans les formes prescrites par la loi devant l'officier d'état civil ou qu'il soit marié suivant la coutume traditionnelle ou la coutume religieuse. Les ruptures de conjugalité font toujours saisir le juge en tant que tel. Et les procédures de divorce sont beaucoup moins longues ailleurs qu'en Afrique. Généralement, les gens divorcent entre 6 et 12 mois dès lors qu'il n'y a pas de voie de recours qui soit exercée dans ce cas. Sur cette base-là, la multiplicité justement des demandes de divorce et des saisines systématiques des juges entraîne des décisions de justice qui peuvent éventuellement donner quelques difficultés de compréhension. En premier, ce sont plus les hommes qui sont demandeurs au divorce que les femmes, y compris dans les zones urbaines. Et en deuxième, les demandes de divorce, lorsqu'ils émanent des hommes qui ont toujours besoin ou envie de se marier à nouveau, y compris lorsqu'ils sont dans des mariages polygamiques. La plupart du temps, les divorces sont prononcés au tort de la femme plus que de l'homme, étant bien entendu que la garde des enfants est pour la plupart confiée à la femme, si ce n'est dans des rares hypothèses aux hommes, y compris lorsqu'il s'agit d'enfants de bas âge, parce que la revendication des hommes, c'est toujours de regrouper les enfants au même endroit, sans compter que si la cause du divorce est liée au fait qu'ils veulent se prendre une autre épouse, c'est surtout cette nouvelle épouse qui va se retrouver à garder les enfants de la première épouse divorcée. Les hommes sont souvent condamnés au paiement de pensions alimentaires et dans de rares hypothèses au paiement de prestations compensatoires, mais toujours est-il que sur 7 fois sur 10, les hommes refusent de payer cette pension alimentaire et les prestations compensatoires, ce qui n'est pas sans difficulté parce que simplement, cela laisse la femme dans une situation de démunition absolue. Et de ce point de vue, les juges ne sont pas toujours au secours des femmes, les juges sont saisis, rendent des décisions que les épouses divorcées ont du mal à mettre en œuvre.
quand on voit que le refus de paiement de la pension alimentaire ou de la prestation compensatoire peut être de nature à créer une poursuite au plan pénal dans les pays européens, c'est loin d'être le cas en Afrique. Les juges, en plus, prononcent des montants de pension alimentaire quasi nuls dans la mesure où le référentiel qui est le revenu de l'homme n'est pas appréhendé dans des conditions bien précises et la perte de revenus fait que aujourd'hui la femme divorcée vit une double difficulté. D'abord, la séparation d'avec son mari et le fait pour elle de sortir du foyer conjugal et ne sachant pas toujours là où aller ni là où se réfugier. Et deuxièmement, lorsqu'elle a même un refuge, il se trouve que elle a dû donner les meilleures de ses années aux hommes et au foyer conjugal. Et à la sortie, au divorce, elle n'a pas toujours les moyens de se rétablir. D'abord dans le cadre d'une activité professionnelle qui peut lui générer des revenus, et ensuite, d'un point de vue psychologique, capable de se prendre en main et éventuellement de pouvoir démarrer une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie ne commence que lorsqu'elle a un nouvel époux. Et dans cette hypothèse-là, oui, elle peut combler le vide, mais lorsque elle est restée dans la conjugalité pendant très longtemps, comme c'est le cas, bien évidemment, la perte de revenus est de nature à créer une situation de grosse difficulté qui ne donne pas toujours l'occasion justement de se rétablir. Voilà donc en 2, 3 mots présenter le cadre du mariage et du divorce et surtout la possibilité et la perspective pour nous de faire un débat sur cette question. Et à l'occasion de ce débat, j'ai souhaité qu'il se fasse en présence d'un juge qui est chargé des affaires matrimoniales, et le juge Darius Ivoirien nous avait donné son accord d'être présent ici, mais je le vois pas pour l'instant. Et en plus du juge aux affaires matrimoniales, nous avons demandé également à une avocate spécialisée dans tout ce qui concerne le divorce de venir avec nous pour évoquer ce sujet. Et à côté, nous avons demandé à deux psychologues, justement, de venir également nous appuyer dans le cadre de ce débat. En attendant que le juge Darius nous rejoigne ici, nous avons donc l'avantage d'avoir l'avocate qui est donc Maître Badia Gracia qui est avec nous. Elle est béninoise, inscrite au barreau du Bénin. Et nous avons également la psychologue qui est avec nous, qui est Docteur Royata Adia Fabé, qui nous fait donc la gentillesse d'être avec nous. D'abord, à l'avocate, est-ce que la présentation du mariage que j'ai faite et la présentation du divorce que j'ai fait et des causes qui peuvent éventuellement engendrer le divorce sont les mêmes que nous rencontrons, Maître Adjagba, dans votre pratique professionnelle? Est-ce que ce sont les mêmes situations que vous Oui, bonsoir Maître Mamadou Konaté, bonsoir à tous. Déjà, je vous remercie pour l'opportunité qui m'est donnée d'intervenir dans ce panel à l'occasion donc de ces débats portant justement sur un sujet de cité, comme vous l'avez si bien annoncé. Alors, pour revenir à votre question, je dirais tout simplement que vous avez fait une très belle introduction du sujet qui nous rassemble ce soir. Vous avez présenté de manière à la limite parfaite, vous avez donné une très bonne définition donc, de ce qu'on peut entendre par mariage, ainsi que des différentes causes du divorce, les effets du divorce, les difficultés des femmes ainsi que des hommes lorsque le divorce intervient. Alors, c'est pratiquement les mêmes causes du divorce que nous connaissons également ici au Bénin. Dans ma pratique de tous les jours, on relève souvent que les causes du divorce sont souvent liées aussi bien aux époux, liées à la société dans laquelle ils vivent,
liés également à leur milieu, c'est-à-dire à la famille, au sein de laquelle ils se construisent. Ces causes sont également liées à plusieurs autres éléments que vous avez si bien relevés. Et lorsque le divorce intervient, les époux, la plupart du temps, refont leur vie, ceci en se remariant ou parfois en se remettant avec d'autres partenaires sans forcément aller au mariage célébré devant l'officier d'état civil ou l'officier d'ordre religieux ou social. Voilà. Donc, pour répondre tout simplement à votre question, c'est qu'il s'agit en fait, c'est pratiquement la même réalité que nous connaissons au Bénin. Et c'est pratiquement la même chose que nous rencontrons également au Togo, en Côte d'Ivoire, parce que dans l'exercice de notre profession, il nous est déjà arrivé d'intervenir dans le système judiciaire au Togo et en Côte d'Ivoire. Donc c'est pratiquement les mêmes réalités, les mêmes difficultés, les mêmes causes qui poussent les époux à aller au divorce, les mêmes procédures organisées par les codes des personnes et de la famille de chaque État. Merci beaucoup, cher maître. Nous avons donc l'avantage de recevoir justement le juge Darius Sa, qui est juge aux affaires matrimoniales en Côte d'Ivoire, qui va donc nous dire également quelles sont les saisines qu'il a en tant que juge aux affaires matrimoniales, quelles sont les causes de divorce souvent qui sont invoquées lorsqu'il est saisi. Monsieur le juge Sa. Je vous remercie. J'étais là depuis le début, je vous écoutais. Sans doute, j'ai pu rétablir ma connexion. Généralement, lorsque les gens nous saisissent, la procédure en Côte d'Ivoire demande que le juge, dès le départ, agisse, donne des conseils à la partie demanderesse pour l'emmener à renoncer à son projet de divorce. Mais Est-ce que ça, c'est la phase de conciliation, monsieur le juge? c'est même pas la phase de conciliation, c'est des conseils dès le départ. C'est ce que la loi nous demande, des conseils propres à l'en dissuader, des conseils propres à l'en dissuader. Et par la suite, lorsque il insiste dans son projet de divorcer, ce qui est fait, c'est qu'il y a la phase de conciliation qui commence. Généralement, les demandes de divorce tournent autour de, généralement, la mésentente entre les conjoints. Il y a des divergences de vue, de point de vue de la mésentente. Et comme vous l'avez signifié dans vos propos liminaires, il y a aussi l'influence des différentes familles. Vous êtes là, monsieur le juge? On n'entend plus. Monsieur le juge, ça, est-ce que vous êtes là? En attendant qu'il revienne, docteur Roya... Oui, alors... Les divergences de point de vue, on essaie de leur expliquer que ça ne constitue pas des causes de divorce. Bon, moi je perds souvent le juge Darius Sa. Est-ce que vous l'entendez? Moi je l'entends plus. Monsieur le juge, moi je n'entends plus le juge Sa. En attendant qu'il revienne, docteur Royata, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro, docteur Royata? Allô? Oui, vous m'entendez, docteur? Oui. Bonsoir. Alors, Oui, je vous est-ce que comprends. vous pouvez, en attendant que le juge Sa nous revienne, nous parler du contexte psychologique qui peut amener un homme ou une femme à aller au juge pour divorcer? Alors, bonsoir, Maître Konaté. Bonsoir à tous les auditeurs. C'est vraiment un plaisir pour moi de participer à cette space. Donc, selon moi, l'augmentation du taux de divorce vraiment est un phénomène inquiétant, que ce soit au Mali, en Afrique, un peu partout dans le monde. Donc, cette augmentation du taux de divorce est surtout due à la façon dont les mariages se font actuellement. Je vais parler de la manière dont les époux font connaissance. Donc, imaginez qu'au Mali, en 2021, il y a eu près de 10,8%
de divorce dans les 6 communes, dans les 6 tribunaux des 6 communes du district de Bamako. Donc, à l'introduction, vous avez vraiment fait une bonne introduction. Le fait de parler de l'influence du groupe familial, des cas d'infidélité. Donc, tout ceci peut vraiment amener les époux au divorce. Quand vous parlez du côté psychologique, moi, je dirais que tout ça, c'est dû à la société également. On a mené une enquête en 2022 à Bamako, dans le district de Bamako, où on a eu à interviewer près de 100 couples mariés ou divorcés, mariés et ou divorcés. Donc, selon ces couples, l'enquête, en fait, avec ces couples a montré que en plus de l'infidélité que vous avez parlé, en plus du groupe familial, il y a également un problème de communication qui se pose. Les gens ne communiquent pas. Les couples ne communiquent pas. Oui, ils communiquent mal. On peut dire qu'ils communiquent mal. Donc, tout ceci peut amener les couples à aller au divorce. Très Voilà. bien. Alors, Donc, c'est ce que j'essaie de dire. on reviendra à vous tout à l'heure, et puis en espérant que le Oui. juge va revenir. Je voulais juste revenir Mhm. justement à l'avocate pour savoir les Mhm. différentes étapes de la procédure de divorce. Le juge avait commencé tout à l'heure à indiquer en disant que en Côte d'Ivoire, il y a donc une première phase qui permet justement de donner des conseils aux candidats au divorce. Et deuxièmement, de faire en sorte, donc c'est le juge qui arrive, on va peut-être demander au juge de nous parler de la procédure de divorce en tant que telle avant qu'on revienne à l'avocat, justement. Monsieur le juge, vous avez la parole, vous pouvez poursuivre. Bon, donc je disais que pour la procédure, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ça commence par le conjoint qui sollicite le divorce, fait une requête, soit orale, soit écrite, devant le président du tribunal. Donc, généralement, il a délégué ses fonctions au juge des affaires matrimoniales de sa juridiction. Et ce juge-là va écouter le conjoint, celui qui demande le divorce, et sur les raisons qui le poussent à la loi nous conseille de lui donner des conseils propres à l'en dissuader, comme je le disais tout à l'heure. Si néanmoins il persiste dans sa demande de divorce, par ordonnance, le juge prend une ordonnance pour l'autoriser à citer son conjoint en divorce. Lorsque cette ordonnance faite, la citation est faite par voie de d'huissier de justice, qu'on appelle désormais chez nous commissaire de justice. Et donc, là, ça commence par la phase de conciliation. Bon, je voulais rappeler que en Côte d'Ivoire, depuis une loi de 98, il y a deux procédures de divorce. Dans la procédure de divorce, il y a deux. Il y a le divorce pour faute, qui est la procédure de droit commun, et puis il y a le divorce par consentement mutuel. Et dans le divorce par consentement mutuel, ce sont les deux époux qui, conjointement, après 2 années de vie commune, s'ils constituent et estiment que ils ne peuvent pas continuer leur vie conjugale, qui demandent conjointement le divorce. Sinon, la procédure qui se fait communément, celle que j'appelle procédure de droit commun, c'est le divorce pour faute. Et en tout état de cause, quelle que soit la procédure, il y a la phase de conciliation, mais qui est plus réduite, dont le temps est plus court, quand il s'agit du divorce par consentement mutuel, parce qu'on estime que les deux époux sont suffisamment conscients et volontaires sont déterminés pour divorcer. Sinon, la phase de conciliation, c'est justement, comme je l'ai dit, elle consiste à faire de sorte à entendre les époux, essayer de leur donner de revenir sur les raisons qui les poussent à divorcer. Parfois, on a la chance que ça se termine par une réconciliation des époux et la procédure est arrêtée. Lorsque, malheureusement, le juge constate en termes de la procédure, la phase de conciliation qui se passe en chambre du conseil, lorsqu'il constate que là, il y a la non-conciliation, il prend une ordonnance de non-conciliation et à partir de quoi
on commence maintenant la phase contentieuse du divorce en tant que tel. Très bien. Donc, de ce point de vue-là, je reviens donc à l'avocat. Alors, quand vous finissez de parler, fermez le micro peut-être. Voilà, fermez le micro. Je reviens donc à l'avocate pour savoir à ce stade quel est l'apport de l'avocat, quel est l'intérêt d'avoir un avocat à cette phase-là. Alors, merci Maître Konaté. La présence de l'avocat à la phase de conciliation n'est pas nécessaire ou aussi importante. Parce que l'avocat, certes, aide à concilier les parties, parce que il faut reconnaître que même si nous sommes conseils de l'une ou l'autre des parties, nous n'avons pas forcément intérêt à voir les époux divorcer. Donc, conformément à la loi, le juge a d'abord une obligation de conseiller les parties, de tenter une conciliation entre les époux. Les avocats contribuent également d'une manière ou d'une autre à amener les époux à corriger les... Allô? Allez-y, on vous entend là maintenant. Ok. Donc, les avocats à la phase de la conciliation aident également le juge à amener les époux à, à, à se remettre ensemble, à renoncer à leur projet donc de divorce. Donc, nous intervenons dans cette première phase et au meilleur des cas, les époux peuvent renoncer à leur projet de divorce, mais au cas contraire, nous intervenons beaucoup plus à la phase contentieuse. Parce que justement, c'est à la phase contentieuse que nous devrons démontrer en fait le tort de la partie adverse. C'est-à-dire, comme le disait tout à l'heure le juge, il y a deux formes de procédure de divorce. Le divorce par consentement mutuel, c'est-à-dire que les deux parties décident de mettre fin à leur union de façon consensuelle. Le juge n'a pas à aller déterminer la faute de l'un ou l'autre des époux. Il lui revient tout simplement de constater que les époux ont, de façon consciente, choisi de mettre fin à leur union. À partir de ce moment, il prononce le divorce au tort partagé des époux ou de façon consensueuse, tout simplement. Mais lorsque les époux ne vont pas au divorce de façon consensuelle, le juge doit alors, à travers les échanges, à travers les débats, après avoir écouté les parties, relever la faute de l'époux qui a amené en fait les deux époux à mettre fin à leur union. Et donc, l'avocat intervient à cette phase pour montrer en réalité que son client a été obligé soit d'initier la procédure de divorce lorsque l'avocat est constitué pour le demandeur, ou à démontrer en réalité que même si nous sommes en défense, que c'est plutôt le divorce doit être prononcé au tort du demandeur. Et cela a l'avantage, au moment opportun, si le client le souhaite, de voir condamner celui au tort de qui le divorce est prononcé, qu'on le condamne au paiement d'indemnité ou d'un certain montant au titre donc d'indemnité ou de dommages-intérêts. Voilà. Donc, l'avocat intervient beaucoup plus à cette dernière phase-là pour ressortir que son client n'est pas du tout en tort en ce qui concerne le divorce, mais dans la phase de conciliation, il intervient pour trouver un consensus, pour trouver une formule afin d'éviter aux époux d'aller au divorce. Pour la toute première phase, la phase que nous appelons entretien préalable, l'avocat également intervient en assistant tout simplement son client. Donc, ces phases, en fait, l'avocat joue un peu plus le rôle d'assistance, mais pas beaucoup plus de défense. Mais la défense intervient beaucoup plus à la troisième phase, c'est-à-dire à la phase contentieuse. Et c'est justement à cette phase contentieuse que les questions d'indemnisation vont se poser.
Et on en reviendra tout à l'heure pour saluer juste la présence de Dougukolo qui nous rejoint justement, et Dougukolo est le deuxième psychologue justement sur ce space-là. Dougukolo, comment appréhende-t-on lorsqu'on est un mari ou une épouse, comment appréhende-t-on l'idée ou le projet de divorcer? Bonsoir tout le monde et merci pour l'invitation à ce space et cette opportunité de parler de ce sujet qui est si important. Je pense que dans la position du psychologue, une chose qui est très importante, c'est vraiment la question du parti pris, ce qui est quelque chose que nous ne faisons pas. Donc même dans les analyses que je propose aujourd'hui, c'est vraiment sans jugement de valeur, c'est absolument centré autour du fonctionnement des uns et des autres et également de ceux qui se centrent comme volonté de chacune des personnes dans le divorce. Moi, ce que je dirais, c'est qu'en termes de motivation, les choses que j'entends en premier, c'est vraiment avant tout un désir de liberté pour faire ce qu'on a envie de faire. C'est quelque chose qu'on entend de la part des hommes, qu'on entend de la part des femmes aussi, mais même si ce n'est pas exprimé tout à fait de la même chose, de la même manière. Chez les hommes, l'un des arguments que j'entends le plus souvent, c'est oui, j'ai l'impression que je n'ai pas ce que je voudrais obtenir de mon épouse. Et c'est ce qui nous fait parler de cette question justement de la polygamie qui a été mentionnée plus tôt, il me semble. Également, les plaintes adressées par la famille du mari à l'endroit de l'épouse. Et tous ces facteurs-là sont des facteurs qui peuvent jouer aussi comme élément déterminant lorsque la personne prend la décision de vouloir se séparer. Donc, ce n'est pas pour alléger la responsabilité des époux que je dis ça, des maris que je dis ça, mais c'est aussi pour dire que le mariage étant un fait social, il y a tous ces éléments qui peuvent être invoqués par la personne qui veut demander le divorce. Dans l'état d'esprit des femmes, dans mon expérience en tout cas clinique auprès de populations maliennes et d'origine malienne, un élément très récurrent, c'est la question des maltraitances. Donc les maltraitances conjugales, c'est un élément qui vient très souvent. Et ça, je pense, ça va vraiment au-delà des questions de personnalité, au-delà des questions de on ne s'entend pas, on n'arrive pas à communiquer et autres. Je pense que là, peut-être les juristes pourront mieux parler que moi, parce qu'on se place probablement, en tout cas j'imagine, du côté du délit, donc de choses qui sont répréhensibles par la loi. Et donc dans ce cas de figure, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que un accompagnement doit se faire au niveau de la justice pour qu'il y ait de la conciliation, de la réconciliation? Ou alors, dans ce cas-là, on accompagne vers une sortie qui puisse permettre à chacun et à chacune d'obtenir sa liberté et de pouvoir être dans une condition de protection plus grande. Mais en tout cas, un avis plus général, pour revenir à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, moi je dirais que ce qui a vraiment au cœur de cette question de divorce et qu'on ne doit pas perdre de vue, c'est la question de comment est-ce qu'on peut parvenir à correspondre à l'image que nous avions du mariage. C'est-à-dire qu'est-ce que nous souhaitions au moment où nous nous sommes mariés et est-ce que nous avons l'impression que c'est la chose que nous avons obtenue aujourd'hui. Est-ce que c'est ce que je voulais dans mon mariage? Et si ce n'est pas ce que je voulais dans mon mariage, quels moyens je peux me donner pour obtenir cette chose au bout du compte? Est-ce que le divorce est un des moyens? Est-ce qu'il y a un autre moyen? Et donc, lorsqu'on vient voir le psychologue, à titre individuel, dans le cas d'un divorce, c'est aussi pour savoir où est-ce qu'on en est, prendre du recul pour prendre une décision la meilleure possible. Ça, c'est lorsqu'on voit le psychologue tout seul. Et lorsqu'on voit le psychologue en couple, généralement, c'est pour trouver une solution afin de rester ensemble, dans la plupart des cas. Mais il peut aussi y avoir des cas où on vient voir le psychologue parce qu'on se dit, ça ne marche pas, on pense qu'on ne pourra pas rester ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour pour rester en bon terme et qu'est-ce qu'on peut faire pour le reste de la famille, pour les enfants notamment? Merci infiniment. J'espère que Dr. Rayana va remonter justement pour que l'on puisse partager ce space avec elle. Monsieur le juge, on a évoqué les causes probables qui peuvent amener au divorce. On a évoqué justement l'importance ou non de la présence de l'avocat à certains stades. Et le psychologue a dit comment il appréhende selon que la démarche vis-à-vis de lui soit une démarche individuelle de l'homme ou de la femme ou une démarche collective, la perspective éventuellement de rechercher une solution ou de rechercher une bien meilleure modalité de séparation. Concrètement, je sais bien que ces aspects ne sont pas toujours bien appréhendés par le juge. Lorsqu'on arrive à la phase contentieuse, ce que l'on constate le plus, c'est que d'abord, passé la phase première des conseils et de la conciliation, on s'installe systématiquement dans le contentieux. Lorsque le divorce est fautif à ce niveau, forcément le combat, c'est pour l'un ou l'autre, il faut que je gagne. Et le juge à ce niveau ne
n'envisage rien d'autre que le contentieux. Dites-moi si je me trompe de ce côté-là. Vous êtes parfaitement, je suis d'accord avec vous à ce niveau. À ce niveau, au niveau de la phase contentieuse, on constate malheureusement que des personnes qui se sont aimées, qui se sont dit oui devant l'officier d'état civil, on constate qu'elles deviennent véritablement les pires ennemis devant le juge. Chacun essaie de tirer je dirais la couverture de son côté. On donne on donne des faits, on impute des faits à l'autre qui sont généralement pas vérifiables. À ce niveau, il faut dire que le rôle du juge en phase contentieuse, c'est d'écouter. Généralement, la phase contentieuse se fait par voie d'écrit, lire les différentes conclusions de trucs de chacune des parties et véritablement essayer de voir s'il y a un élément probant. Parce qu'il ne suffit pas d'évoquer des faits. D'évoquer des faits pour les évoquer. La loi exige que les faits soient prouvés. Donc, ce n'est pas que des faits pour des faits. Donc, mais ce qu'on constate généralement, c'est que les conjoints, quand ils sont à cette phase-là, ils sont plus, c'est des faits pour des faits. Ils sont prêts à dire tout ce qu'il faut pour que le divorce soit prononcé. On arrive généralement je crois par lassitude, hein, les juges des affaires matrimoniales, les chambres matrimoniales. Bon, quand ils constatent, parfois, quand il y a, malgré qu'il n'y ait pas de preuves à des faits qui sont évoqués comme comme faute contre le conjoint, mais quand on constate généralement que les époux ont la ferme volonté, en tout cas tous les deux ont la ferme volonté de divorcer. Bon, malgré, on ferme quand même un peu souvent les yeux sur les preuves à apporter dans certains faits. Parce que la loi ivoirienne, par exemple, dit il faut que telle faute, c'est-à-dire l'adultère, l'abandon de domicile conjugal, etc., les 4 types de fautes qui sont évoquées, existent, mais il faut que ces faits rendent intolérable le maintien du lien conjugal. Donc, généralement, quand on constate que véritablement au niveau de la phase contentieuse, chaque époux, chaque conjoint essaie véritablement d'imputer des faits très graves. Parfois, on va vous dire, mon époux me bat, il est juste de violence envers moi, d'injures, et bon, parfois qui ne sont pas prouvées. Donc, quand on constate que c'est véritablement difficile, en tout cas de les concilier, bon, parfois on ferme les yeux sur la preuve à faire des allégations qui sont faites. Voilà à ce niveau ce que je peux dire. Par exemple, il est toujours difficile d'apporter la preuve d'un adultère, toujours difficile d'apporter la preuve des injures, toujours difficile d'apporter la preuve justement que la femme est battue, même si elle est battue parce qu'elle ne connaît pas la procédure. Le jour où elle est battue, elle ne prend aucun gant pour aller, par exemple, à la police parce que la main courante peut éventuellement être la source d'ennui pour le mari. Donc, Gracia, on est quand même dans une situation où véritablement, le juge l'a dit tout à l'heure, face à la détermination du couple à divorcer, face à l'invocation de faits souvent graves qui ne sont pas toujours corroborés, le juge est obligé de suivre les parties demanderesses au divorce parce que véritablement le juge n'a pas le choix. On ne peut pas débouter véritablement quelqu'un d'une demande de divorce. Gracia. Oui, bien évidemment, parce que quand le juge constate que les deux parties sont foncièrement mues par le désir de divorcer, le juge ne peut pas les maintenir dans les liens de mariage, le juge ne peut pas les forcer à rester mariés. Donc le juge prononce ou est obligé de prononcer le divorce. Et si le juge n'a pas d'éléments probants pour mettre le tort à la charge d'un ou de l'autre des époux, il peut prononcer le divorce
au tort partagé des parties. Et cela intervient souvent, même si la femme clame qu'elle a toujours été battue, qu'elle a été maltraitée, que l'homme a abandonné le foyer, mais n'apporte pas des preuves pouvant permettre au juge d'être conforté dans la réduction de sa décision. Le juge prononcera le divorce, mais au tort partagé des époux. Il est déjà arrivé plusieurs fois qu'on assiste à de telles décisions qui prononcent tout simplement le divorce au tort partagé et rejettent toute demande de condamnation de l'autre époux au paiement d'indemnités, de dommages intérêts, tout ça. Voilà. Et c'est plutôt à l'occasion donc des questions de garde d'enfants ou de dissolution du contrat de mariage. C'est peut-être à ces niveaux que l'avocat pourra intervenir pour tirer le plus possible le drap du côté donc de l'une ou l'autre des parties. Oui, tout à fait. Mais s'agissant justement des conséquences du divorce, parce que, monsieur le juge, c'est bien à cette occasion que, un, vous séparez des corps définitivement, deux, vous liquidez le patrimoine, et trois, vous réglez le sort des enfants lorsqu'il en existe et lorsqu'ils sont mineurs. Et on se rend compte qu'en Afrique, ces démarches judiciaires se font toujours, pardon du terme, au détriment de la femme. Ouais. Monsieur le juge? Ce que je peux dire, bon, euh, d'abord, au niveau je vais parler des cas des enfants. Généralement, pour le cas des enfants, il est de jurisprudence constante que les enfants, quand ils sont à bas âge, c'est-à-dire entre l'âge de nourrisson et au moins l'âge de scolarité, on les confie à la mère, sauf si leur intérêt l'exige autrement. On les confie à la mère et condamnation du père à payer une pension alimentaire pour les enfants. Et bon, surtout en cette matière, pour le cas des enfants, c'est surtout l'intérêt des enfants qui est regardé. L'intérêt des enfants. Maintenant, en ce qui concerne les autres conséquences du divorce, que ce soit les, au niveau des biens, au niveau aussi de la possibilité pour l'un des conjoints d'obtenir réparation. Vraiment, la réparation, généralement, c'est vrai qu'elle est souvent demandée. Elle est souvent demandée, mais elle n'est pas toujours accordée parce que sauf à prouver que le sauf à prouver que et réellement il y a eu un préjudice qui a été subi. Généralement au niveau des réparations de la réparation, c'est difficile. Sinon au niveau des biens, c'est selon le régime matrimonial. C'est selon le régime matrimonial. Il faut dire que il y a la possibilité de prononcer le divorce, soit lorsqu'il est pour faute, soit au tort partagé, soit au tort exclusif de l'un ou de l'autre des conjoints. Et il est prononcé au tort exclusif de l'épouse, il va sans dire que elle ne pourra pas bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Mais généralement, en ce qui concerne la pension alimentaire, on estime que, bon, l'épouse, ce n'est plus comme, bon, la loi a changé. Entre-temps, l'homme, le mari n'est plus chef de la famille, en tout cas dans la législation ivoirienne. Donc, on estime que il n'a pas à payer des subsides à l'époux, à son ex-conjointe. Donc, on ne condamne pas généralement le mari à payer une pension alimentaire pour son ex-épouse. Voilà. Un peu. Mais sinon, je ne pense pas que la femme soit lésée, soit lésée dans cette affaire. Merci beaucoup. À l'avocate, maintenant, on sait que la phase contentieuse est aussi la phase durant laquelle les avocats de part et d'autre peuvent éventuellement se parler
pour sauver l'essentiel. Mais on sait également que les avocats ne se parlent pas beaucoup et que les conséquences sont toujours dramatiques dans un sens ou dans l'autre. Lorsqu'il y a une pension alimentaire, elle est faible et la prestation compensatoire, n'en parlons même plus. Parce que l'hypothèse d'apporter la preuve d'un préjudice, imaginez par exemple une jeune fille qui est mariée à un âge très bas et qui reste 10 ans dans un foyer, qui se fait divorcer dans des conditions où elle a 5 enfants sur le bras, ne sachant pas où aller, lui payer une pension alimentaire de 25 000 francs CFA par enfant et par mois, qui n'est même pas payée régulièrement, ce n'est pas des choses simples, Gracia. Bien évidemment, maître, pas du tout. Il s'agit pas du tout de choses simples. Et contrairement aux juges qui estiment que les femmes ne sont pas souvent lésées à l'occasion des divorces, moi je ne pense pas de cette manière. Pour la plupart du temps, je ne peux pas parler en termes de statistiques, mais pour la plupart du temps, les femmes sont souvent lésées, sont celles qui sont lésées relativement aux effets des divorces. Parce que, comme vous l'avez dit, vous divorcez après avoir fait peut-être 20 ans, 15 ans, 25 ans dans le lien familial. Et on sait que même si le code des personnes de la famille au Bénin ne fait pas de l'homme le chef de famille et dispose que les deux époux doivent contribuer aux charges, ceci selon ou à hauteur euh, de leurs moyens, il est quand même constant que la plupart du temps est plutôt dans les faits et relativement à la société dans laquelle nous sommes, c'est là l'homme qui se représente comme étant le chef de famille et qui subvient aux besoins principalement, qui subvient aux besoins du foyer. Et donc la femme, il arrive même parfois des hommes qui demandent à leurs épouses de ne pas travailler, de renoncer à leur vie professionnelle et de se consacrer tout simplement à l'entretien de la maison et à l'éducation des enfants. Et dans cet état, l'homme peut se permettre d'avoir, même si ce n'est pas légal, plusieurs autres concubines. Et lorsqu'il se sent fatigué de celle qui est dans le foyer et qui décide de mettre fin au lien conjugal, c'est très souvent au détriment de celle qui est là parce que elle se dit je suis obligée peut-être d'accepter de mettre fin au lien, mais je veux quand même avoir la garde des enfants. On m'attribue peut-être 25 000 alors que j'étais avec le mari, on était à un stand, à un niveau de vie assez élevé qui pouvait permettre déjà au père de participer véritablement aux charges. Et donc, j'ai peut-être 3, 4, 5 enfants sous les bras avec à peine 50 000 ou 100 000. Et c'est dans ce montant, justement, je dois aussi bien prendre soin des enfants, assurer l'hébergement, faire une activité professionnelle dont j'avais même pas l'habitude. Voilà. Donc, la plupart du temps, malheureusement, nous avons des tests législatifs qui ne protègent pas en tant que telle la femme. La femme sort souvent des procédures de divorce extrêmement lésée. Voilà. Et lorsque c'est d'ailleurs les raisons pour lesquelles nous, et principalement moi, je me bats à la phase contentieuse à relever que le divorce pourrait entraîner des dommages à la femme et formuler une demande de réparation ou d'indemnisation pour permettre à la femme de se reconstruire et voilà d'entretenir ses enfants. Il arrive certes qu'on suive nos demandes et qu'on les accorde. Il arrive également qu'on les rejette, tout simplement. Effectivement, avec les avocats, on discute très peu, surtout lorsque vous avez en face de vous le conseil d'un demandeur homme, c'est-à-dire le demandeur étant un époux. Il sait qu'il n'a pas grand-chose à perdre de la procédure. L'avocat n'est pas forcément dans la posture d'être favorable à toutes les demandes formulées par la femme. Et donc, on fait avec, tout simplement, et tout dépend en fait de tous les éléments qu'on pourrait avoir au dossier. Parfois, voyant venir les difficultés qu'on pourrait avoir à l'occasion de la phase contentieuse, on peut suggérer à la femme de ne pas aller jusqu'à cette phase, mais d'accepter tout simplement un divorce par consentement mutuel, c'est-à-dire un contrat de divorce dans lequel l'homme pourrait proposer
voilà, un montant ou voilà. Et donc déjà à la phase de conciliation, on peut proposer un contrat, une convention de divorce au juge, et dans cette convention, on peut discuter ceci de tous les accompagnements. On va dire ça comme ça, de tous les accompagnements qu'on pourrait avoir au profit donc de la femme et des enfants mineurs s'il y a lieu. Merci beaucoup. Il reste plus qu'à appréhender les conséquences d'un point de vue psychologique. La fin d'un mariage, Dugukolo et Royata, sont des situations toujours difficiles. Et ce n'est pas sans ravage sur l'homme ou sur la femme dans le cadre d'un divorce. D'un point de vue psychologique, qu'est-ce que cela peut donner? Dugukolo, le micro. Oui, merci beaucoup. Je disais sur le plan psychologique, la première chose qu'il faut noter à mon avis, c'est vraiment le fait que dorénavant, le couple doit se réorganiser, doit penser à sa vie dans un schéma où il n'a plus affaire l'un à l'autre. Et ça, je pense que la plupart du temps, c'est très difficile parce que les gens se sentent dans une position de conflit. On pourrait très bien imaginer que la séparation se fasse d'une manière calme où, bon, voilà, les gens se réunissent et disent je n'ai plus envie d'être avec toi, ou tu n'as plus envie d'être avec moi, ou on n'a pas envie d'être l'un avec l'autre, et donc chacun va de son côté, ça s'arrête là. Mais du fait que l'acte même de divorcer, c'est vu comme quelque chose d'inédit, c'est vu comme quelque chose qui n'est pas accepté par la société, c'est quelque chose pour lequel personne ne nous encourage, et c'est quelque chose aussi qui, au niveau de la religion, même si la religion, les différentes religions le permettent, c'est fait d'une manière très encadrée. Donc, pour qu'une personne demande le divorce, c'est vu déjà comme c'est déjà vu comme une transgression dans un certain sens pour la personne qui reçoit la demande de divorce. Et lorsque on reçoit cette demande de divorce aussi, l'un des premiers mouvements, en tout cas tel que je l'observe dans ma pratique, c'est de se dire, comme on est en train d'essayer de s'en prendre à moi, moi aussi je vais m'en prendre à l'autre personne. Donc on se retrouve dans une bagarre finalement de savoir qui peut l'emporter sur qui, plutôt que d'être dans des tentatives de conciliation. Mais je ne dis pas que lorsqu'on arrive à la déclaration de l'intention de divorce, il ne s'est pas passé d'autres choses avant, qu'il n'y a pas eu d'événements avant-coureurs. Avant ça, on peut avoir remarqué des choses, on peut avoir eu des plaintes, les exprimer encore et encore, mais ce qui se passe, c'est que les personnes peuvent entrer dans le déni et se dire, bon, c'est vrai que mon conjoint ou ma conjointe n'est pas content, n'est pas contente de telle chose, mais ça peut s'arranger. On peut arriver quand même à trouver une solution, mais lorsqu'il n'y a pas de médiation, lorsqu'il n'y a pas de thérapie, lorsqu'il n'y a pas de moyen de discuter entre soi pour trouver des solutions, on arrive à ce constat qui est qu'on ne peut plus rester ensemble désormais et donc il faut prendre des décisions qui sont fortes. Mais en amont, il n'y a pas que le psychologue qui peut faire un travail. Il y a effectivement les différentes personnes autour de soi dans la société, les membres de la famille, les amis, les témoins, etc., etc. Toutes ces personnes peuvent aider à préparer le couple pour le moment où il veut divorcer. Mais en tout cas, lorsque la décision est actée, je n'ai plus envie d'être dans cette relation, on entre vraiment dans un jeu qui peut devenir très toxique plus les gens restent dedans. Parce que la société va continuer à dire non, ne divorcez pas, restez dans ce mariage. Et donc le couple a le temps de rendre la situation invivable l'un pour l'autre. La personne qui n'a plus envie d'être dans le mariage prend les choses désormais comme avec de la frustration. Et la personne qui reçoit la demande de divorce aussi, piquée dans son ego, se retrouve dans une situation défensive qui elle-même peut se transformer très vite dans une situation offensive carrément. Et donc moi, ce que je préconise dans ces situations, bon, en plus de la question de la médiation, de parler à un psychologue, etc., c'est peut-être même d'envisager dans un premier temps qu'il y ait une forme de séparation pour prendre de la distance, pour chacun, chacune pouvoir réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire ensuite. Est-ce que cet état temporaire, c'est quelque chose qui nous suffit? Est-ce que c'est quelque chose qui nous convient? Et il me semble aussi que nous avons des modalités coutumières qui nous permettent de prendre de la distance les uns les unes avec les autres, parfois de manière très scénarisée d'ailleurs, où une femme peut décider qu'elle retourne chez ses parents et après, il y a des tractations. Le monsieur peut aller pour la chercher et tout est bien qui finit bien au bout du compte. Mais ces choses aussi, il faut voir dans quelle mesure elles sont légales. Donc là, j'aimerais aussi entendre peut-être les juristes là-dessus. Est-ce qu'une séparation telle que moi, je peux par exemple le proposer au couple en leur disant, prenez de la distance, prenez un peu d'air, apprenez à vous réapprivoiser, à vous connaître de nouveau et voir si effectivement cette séparation, c'est ce qui vous, si vous, c'est ce qui vous convient. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible au niveau de la loi et dans quelle mesure ce n'est pas quelque chose qui peut se retourner
contre le couple à un moment ou l'autre. C'est bien ce que je disais tout à l'heure au juge, justement, quand il a pris la parole. S'il n'y avait pas de possibilité dans la phase contentieuse d'imaginer bien de situations qui peuvent être, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, premièrement, la séparation de corps du couple. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'un des éléments de la conjugalité n'est plus là, donc il n'y a plus d'obligation de répondre d'un point de vue conjugal l'un de l'autre, d'une part. Et cette séparation de corps peut être suivie d'une séparation de résidence, c'est que momentanément, on place l'un des membres du couple dans une situation de distance, de manière à ce que le toit conjugal ne soit plus le même, ou qu'on fasse un aménagement, une séparation quasi stricte qui donne plus l'occasion aux gens de dormir sous le même toit et puis d'avoir des éléments de conjugalité, de vivre l'un loin de l'autre, par exemple. Ce sont des situations pour pouvoir préserver tout ce qui peut être dégénéré en termes de violence, par exemple. Ce sont des situations qui peuvent être envisagées par le juge, et donc lorsque le juge l'envisage, ou lorsque les parties elles-mêmes l'envisagent avec l'accord des avocats qui viennent au juge, il peut éventuellement l'homologuer de sorte que il indique au couple, par exemple, qu'il prend une mesure via ordonnance, il prend une mesure de séparation de corps ou de séparation de résidence ou de séparation de corps et de résidence pendant une durée de temps. Et au terme de cette durée, il fait comparaître encore le couple pour savoir où ils en sont. Ça fait partie donc des procédés que l'on peut mettre en œuvre justement. Royata, sur ce dernier point, avant que l'on donne la parole justement aux gens dans le space qui souhaitent parler. Royata. Ok, donc au Mali en tout cas, lorsqu'un couple arrive au divorce, c'est que la société a vraiment fait ce qu'elle devait faire, quoi. Ce qu'elle devait faire. Je vais parler de la conciliation. Les parents proches, souvent même la famille dans laquelle les partenaires vivaient et qui avaient la mésentente, ils font de leur mieux pour la conciliation avant que les partenaires n'arrivent au tribunal pour le divorce. Mais si vraiment il se trouve que la conciliation n'a pas marché, que ce soit en famille ou au niveau des juges, moi je pense que il faut vraiment faire le bilan. Il est indispensable quoi, de faire le point sur ce qui a conduit à la rupture, à savoir accepter sa situation, que tu sois demandeur ou pas, pour avancer, il est indispensable d'accepter sa situation. Donc, voilà, ne pas craindre la déprime également et se suivre de l'autre. C'est tout ce qui restera à faire après avoir passé à l'acte, voilà, le divorce. Merci beaucoup. À ce stade, en principe, la Donc, parole est ouverte donc à ceux qui souhaitent intervenir. J'imagine que le sujet est loin d'être facile. J'imagine que le sujet peut peut-être être en rapport avec des situations personnelles que les uns et les autres, à l'occasion d'un divorce ou à l'occasion d'une procédure de divorce non aboutie, ça peut éventuellement être l'occasion justement de remonter des choses pas très très drôles. Je peux comprendre cela, mais la parole est libre aujourd'hui. Elle est accessible à qui veut la prendre. Abdoulaye Meiga m'avait demandé la parole tout à l'heure, je la lui ai accordée, mais il se trouve qu'il est sorti. Alors, donc, s'il n'y a pas de parole ici, je vais peut-être redonner la parole à nouveau au juge, s'il a un complément à faire par rapport à ce qu'on a dit, à l'avocate, et puis aux deux psychologues qui sont avec nous, qui souhaitent donc prendre la parole. Abdoulaye Ndiaye, du moins, revient encore. J'essaie de lui donner la parole. Mais en attendant, donc, je donne 2 minutes au juge, 2 minutes à l'avocate, et 2 minutes à chacun des psychologues. Monsieur le juge. Oui, ce que je peux dire au niveau de la possibilité au cours de la phase contentieuse d'avoir un temps de séparation, j'ai oublié de dire que après, lorsque le juge constate que la phase de conciliation n'a pas abouti, il y a ce qu'on appelle les mesures provisoires qu'il prononce. Et dans les mesures provisoires, c'est-à-dire les mesures en entendant que la décision finale soit prononcée, soit en faveur ou non du divorce, les mesures provisoires, dans les mesures provisoires, il y a la résidence séparée des époux. Il y a la résidence séparée des époux qui est prononcée. Il y a la garde provisoire des enfants aussi qui est prononcée. Il y a aussi les questions les questions de pension alimentaire. Mais il faut dire que pendant la phase provisoire, pendant la phase des mesures provisoires, c'est aussi l'occasion pour les différents
et conjoints de se reparler. On a vu des cas heureux où la procédure, bien que ayant commencé par la phase contentieuse, a abouti par, par, par la volonté de réconciliation des époux. Donc ça arrive pendant cette phase-là que les époux reconsidèrent leur position et puis décident de ne plus divorcer. Mais je veux dire franchement, ce n'est pas la plupart des cas. Très bien. L'avocate, Gracia? Oui, mon apport, c'est bien sur ce sur quoi le juge a intervenu tout à l'heure. Alors, pour répondre en fait à la préoccupation du psychologue, est-ce qu'il est possible, est-ce que c'est légal de conseiller aux époux de rester en résidence séparée ou en domicile séparé? En fait, même si ce n'est pas légal parce qu'il n'est pas prévu dans le test que des parents, que la famille puisse séparer les époux. Les époux eux-mêmes peuvent choisir de s'accorder du temps de réflexion et donc choisir de vivre séparément. Voilà. Là, c'est sur accord des parties. À défaut d'accord des parties de vivre séparément, il n'y a que sur décision de justice que les époux peuvent vivre séparés, peuvent vivre en résidence séparée. C'est-à-dire au terme de la procédure, de la phase de conciliation, lorsque par exemple le juge constate que les époux n'ont pas réussi à se concilier et qu'ils sont ils sont toujours dans l'optique d'aller au divorce, le juge prend dans une décision, une ordonnance, une décision donc de non-conciliation et peut ordonner donc la résidence séparée ainsi que les mesures de garde d'enfants, les mesures provisoires de garde d'enfants, de pension alimentaire et tout ça. Voilà. Donc, à défaut donc de décision judiciaire, la volonté des époux peuvent également aller dans ce sens. Maintenant, si les époux décident de se faire accompagner dans cette décision par un spécialiste ou par la famille, c'est également possible. Mais si c'est un tiers qui force les parties à vivre séparément, cela constitue également une cause de divorce ou encore des infractions. Parce que le fait de ne pas vivre ensemble, alors que vivre ensemble fait partie des devoirs, même des obligations du mariage, cela constitue en fait une cause de divorce. Voilà. Maintenant, la dernière chose, lorsqu'il y a mésintelligence entre les parties, plutôt que d'aller directement au divorce, les époux eux-mêmes peuvent choisir, plutôt que d'aller au divorce, d'obtenir une décision de séparation de corps, tout simplement. Le temps de voir s'ils peuvent se remettre ensemble plus tard, après le temps donc de séparation de corps. Merci beaucoup. Alors, la première psychologue, Royata, et ensuite Doukolo, avant qu'on pense aux autres. Royata. Ok, donc moi je pense que on parle de divorce, c'est vrai, mais est-ce que les parents n'ont pas un peu démissionné aussi? Est-ce que les jeunes couples sont préparés au mariage? Vous avez tantôt parlé vous avez dit tantôt que les couples qui se marient après 1 à 3 ans de leur mariage, ce sont les couples qui divorcent le plus. Voilà, ça veut dire que les jeunes couples divorcent plus que les vieux couples. Donc, moi, je pense que est-ce que ce ne serait pas mieux de même éduquer les enfants au mariage depuis en famille? Parce que je pense que ça aussi, ça fait défaut chez chez les couples, l'éducation des enfants au mariage, des jeunes couples au mariage. Voilà. Très bien. Doukolo. Merci. Je pense que ce que ma consoeur dit est très vrai, la question de l'éducation à ce que c'est que le mariage. Et c'est là qu'on se trouve dans des injonctions un peu contradictoires, un peu paradoxales dans nos sociétés. C'est que d'un côté, on encourage les gens à se marier parce qu'on a peur que les jeunes ne vivent dans le péché. Et en même temps, on se dit qu'on a envie que les gens soient prudents. Donc, quand un couple se rencontre, on se dit, il faut faire les fiançailles rapidement, il faut faire le mariage rapidement, mais ensuite, on s'étonne lorsque les choses ne se passent pas bien. Donc ça, c'est quelque chose quand même, je trouve, qui est un peu à déplorer. Moi, bon, bien sûr, je prêche pour ma paroisse, donc je vais toujours dire, c'est bien de s'asseoir, de faire de la médiation, de parler à un spécialiste et autres. On n'a pas besoin d'avoir un gros problème psychologique pour voir un psychologue. On n'a pas besoin d'être en crise non plus pour voir un psychologue. Tout simplement, on peut aussi apprendre à communiquer l'un avec l'autre
l'une avec l'autre en allant voir quelqu'un qui peut nous permettre d'avoir un espace dans lequel on se sent à l'aise, où on peut dire toutes nos craintes, on peut dire tout ce qu'on a comme idée, tout ce qu'on a comme présupposition, etc., etc. Je trouve même que c'est quelque chose qui peut venir en complément du type de conseil qu'on donne dans la famille, du type de conseil que on entend lorsqu'on va faire la demande en mariage d'une femme, par exemple, et lorsque la réponse aussi est envoyée. Je pense qu'il y a vraiment une possibilité de travail en réseau à ce niveau. Sinon, la dernière chose que je voulais ajouter aussi par rapport au mariage, c'est on part souvent de se présupposer que le divorce, peut-être, c'est la pire chose qui puisse arriver ou que c'est quelque chose d'inédit. Et je ne sais pas exactement ce que on aurait eu besoin de religieux ici, peut-être, on aurait besoin d'historiens aussi, pour nous dire un peu quels sont les cas de figure dans lesquels la religion permet le divorce et qu'est-ce que nos ancêtres faisaient. Est-ce que vraiment cette question du divorce est quelque chose de si moderne et quelque chose de si inédit que ça? Moi, j'ai entendu de nombreux récits de personnes qui disent, et même il y a une grande diversité même à l'intérieur d'un seul pays, au Mali par exemple, ou même dans la sous-région, on prend le cas de la Mauritanie, où il y a des communautés qui divorcent plus que d'autres. Dans les temps historiques aussi, dans la même communauté, des gens vont vous dire, aujourd'hui, nous, on divorce moins, mais on se souvient que nos arrière-grand-mères, nos arrière-arrière-grand-mères, elles faisaient 2 mariages, 3 mariages. Donc, qu'est-ce que tout ça voulait dire? Est-ce que c'était des divorces pour préserver l'équilibre de la société? Parce que souvent, ce sont des mariages qui se faisaient au sein d'une même famille, et on sait que lorsque les divorces se passent mal au sein d'une famille, ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Donc, on préfère couper court aux choses. Est-ce que c'était aussi des divorces parce qu'on se dit tout simplement, bon, ça n'a pas marché et chacun n'a qu'à aller faire ce qu'il a envie de faire ailleurs. Donc tout ça sont des questions peut-être sur lesquelles on aurait pu débattre autrement, mais en tout cas, voici quelques pistes. Merci beaucoup. La parole revient donc à Mex qui l'a demandé. Encore une fois, Abdoulaye Ndiaye qui l'avait demandé est ressorti encore. Donc je le prie de remonter. Mex. Oui, bonsoir maître, bonsoir tout le monde. En fait, entre la présentation, l'introduction que vous aviez faite et les interventions, moi je suis un peu déçu parce que on se retrouve un peu à discuter de la procédure de divorce, alors que moi ce qui m'intéressait, c'était en fait l'analyse du mariage en lui-même. C'est ça qui m'intéressait en fait dans ce space-là. Qu'est-ce qui amène les gens à se marier? Comment ça se fait dans nos différentes sociétés? Et quelle est la différence avec la conception du mariage qu'on peut voir ailleurs? Et justement, euh, moi, je remarque que le, le, le code civil, le droit de la famille dans nos pays, il est, il est largement inspiré du droit de la famille en France, notamment sur la question du mariage, du patrimoine et des divorces, alors que nos sociétés fonctionnent sur d'autres règles. Je ne suis pas sûr qu'au Burkina, au Mali, au Sénégal, la majorité des mariages se font à la mairie. Ça, même à la capitale, je n'en suis pas sûr. Donc je pense que les mariages civils qui se font à la mairie dans nos pays, je n'ai pas de statistiques, alors que justement, ce genre de choses-là, j'aime bien avoir des statistiques précises. Je n'ai pas pu avoir des statistiques précises, mais de façon empirique, je ne suis pas persuadé que même dans nos capitales, les mariages qui se contractent devant l'officier d'état civil soient la majorité. Hein. Donc, ce sont ces aspects-là qui m'intéressaient en fait. Si c'est ce que j'ai entendu là, bon, c'est pas très différent de la France, sauf que en France, depuis les années 70, les choses se sont inversées beaucoup plus en faveur de l'époux, surtout s'il y a des enfants qu'en faveur de l'homme, alors qu'apparemment en Afrique, c'est plutôt en faveur de l'homme. C'est la seule différence, sinon c'est globalement les mêmes textes. Par contre, la société des deux côtés ne conçoit pas le mariage et le divorce de la même manière. Et c'est ces aspects-là qui m'intéressaient. En France, ici, je rencontre une nana, on se plaît, ok, on décide entre nous deux de nous marier. On va voir les parents des deux côtés pour les informer, pour les aviser de notre décision, alors que chez nous, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous voyez ce que je veux dire?
Voilà, c'est plus ces aspects-là qui m'intéressaient. Merci. Bon, je ne sais pas si tu étais là au tout début, où bien évidemment j'ai indiqué que le mariage devant l'officier d'état civil était l'exception dans nos villes et encore plus dans nos villages, et que le mariage était à la fois coutumier traditionnel d'une part, mais coutumier religieux également. Mais lorsqu'on a fini d'indiquer la question du mariage, notamment devant l'officier d'état civil, ou autrement par la coutume, qu'elle soit religieuse ou traditionnelle, ce qui est le plus important dans le cadre du contrat de mariage, c'est-à-dire la possibilité pour deux personnes de se rencontrer pour se marier, c'est l'échange libre de consentement. De ce point de vue-là, on met en avant le mariage forcé, et de ce point de vue-là, on met en avant le mariage qui peut se passer dans un contexte où véritablement la famille prend le pas sur tout. Mais en dehors de cela, que l'on se soit marié devant l'officier d'état civil d'une part, ou devant la coutume, qu'elle soit religieuse ou traditionnelle, la rupture, elle, se constate devant le juge. Et c'est cette rupture devant le juge qui pose des difficultés. D'abord, du point de vue de l'appréhension des procédures qui, quoi qu'on dise, sont des procédures judiciaires, donc liées à l'état de nos législations et de nos règlements. C'est quand même rare que l'on divorce autrement que devant le juge, sinon ça s'appelle la répudiation, ça aussi, ça existe dans nos communautés rurales, et la répudiation est un délit. En dehors de cela, l'idée, c'est aussi d'appréhender le contexte du divorce et notamment les conséquences de ce divorce du point de vue du couple, mais particulièrement du point de vue de la femme, qui est souvent le membre du couple qui vient dans le cadre de la relation jeune, premièrement, qui vient dans le cadre de la relation sans que l'expression de son consentement soit libre, et qui vient dans la relation souvent démunie, et qui vient dans la relation et qui subit également la fin de la relation en termes de rupture, elle a souvent des enfants sur le bras, dont on ne peut pas assurer la garde parce que faute de moyens et de revenus, mais l'absence de moyens et de revenus est consécutif au fait qu'elle se soit mariée jeune, on les empêchait de poursuivre ou des études ou de poursuivre une activité professionnelle au terme de laquelle elle peut gagner des ressources. Quelqu'un a dit d'ailleurs que les hommes demandent souvent aux femmes de rester dans le foyer, de s'occuper des enfants et de s'occuper donc du ménage à l'intérieur. Ce sont toutes ces conséquences-là qui, d'un point de vue psychologique, peuvent être dramatiques, que les psychologues aujourd'hui ont appréhendé. À mon avis, je peux te redonner la parole tout à l'heure, mais la question du mariage en dehors de la non-expression du consentement libre et éclairé, en dehors de cela, il n'y a pas de difficulté. C'est vrai que la tradition prend le pas sur tout, que les mariages se font pas entre deux individus, comme tu l'as indiqué, mais plutôt deux communautés familiales, ce qui n'est pas sans conséquence, mais ce qui n'est pas non plus, ce qui n'est pas que inconvénient également, parce que on parlait de conciliation dans les phases de divorce. Souvent, lorsque ce sont des communautés familiales qui se sont impliquées, elles arrivent le plus souvent à sauver le mariage plutôt que lorsqu'il s'agit de deux individus qui se sont mariés à la première rencontre et qui peuvent divorcer assez vite, assez rapidement. Donc, si tu as besoin de réagir, mec, je te donne la parole. Sinon, mec, Amine vient d'arriver, il peut peut-être prendre la parole également pour réagir sur ce point-là. Oui, maître, justement, moi, j'étais là depuis le début, comme d'habitude. Et justement, ce que j'essayais de pointer du doigt, c'est que votre introduction posait un panorama plus large que les développements qui ont suivi. C'est ça que je voulais pointer du doigt. Non, tu fais bien, le panorama est plus large, mais en même temps, après le panorama, on a besoin de problématiques. Mais dis-moi aujourd'hui, dans le mariage, en dehors du mariage forcé, du mariage où l'expression du consentement souvent de la jeune fille est posée comme difficulté majeure et c'est déplorable, quelle autre problématique on peut pointer du doigt dans la mesure où 80% des mariages ne se font pas devant l'officier d'état civil. Ça se fait encore une fois suivant la coutume. Elle est traditionnelle ou elle est religieuse. Elle est nettement mieux appréhendée par les couples que par autre chose. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de difficulté autre. Mais tu as le temps peut-être de soulever la problématique essentielle que tu veux peut-être avancer, que l'on n'a pas vu forcément. Ami? Oui, bonsoir maître et bonsoir à toutes et à tous. Honnêtement, sur les questions de mariage et de divorce, maître, moi j'étais en train d'écouter, tout simplement, je n'ai pas
d'appréciation particulière sur ce sujet, ni sur le plan juridique, ni sur le plan culturel. C'est un sujet qui est trop complexe pour moi, donc j'étais juste en train d'écouter. Voilà, donc je préfère encore. Je suis monté juste pour être le cause et puis aider éventuellement. Merci beaucoup. Alors, Mariam est montée. Mariam a la parole. Je pensais qu'Amine allait intervenir pendant bien plus longtemps. Je suis prise de vitesse. Mais c'est pas grave, je vais intervenir. Bonsoir, maître. Merci de me donner la parole. Il y a des sujets où je suis totalement incompétent, crois-moi. Non, je t'assure, je pensais qu'on en avait pour 5 à 10 minutes. Bon, bref. Alors, bonsoir, Mex, et à tous les intervenants, les spécialistes, les experts qui ont été invités par Maître Konaté. J'ai écouté depuis le début avec quelques interruptions, mais je pense avoir entendu l'essentiel. Je m'aligne un peu sur quand même l'intervention précédente de Mex. Et je parle en tant qu'évidemment non juriste, mais par contre en tant que militante pour les droits des femmes et qui travaille beaucoup sur ces questions, surtout de révision des codes de la famille, des types je travaille beaucoup avec des associations de femmes juristes qui révisent, en fait, qui se battent pour améliorer nos codes de la famille, qui sont vraiment, vraiment en décalage en termes de respect des droits de façon égale, disons. Hein. Je veux bien qu'on soit très clair que je parle surtout de la lecture de cette importante institution qui est là pour réparer, corriger, en tout cas faire valoir les droits de tous citoyens et citoyennes. Et donc, dans le cas des régimes matrimoniaux, ce que moi je voulais donner comme intervention, qui n'a pas forcément été... Alors, les intervenants étaient très bien, hein. Je veux vraiment les féliciter encore une fois. Mais oui, c'est vrai que nous avons eu des perspectives vraiment de juristes, de juges, d'avocates, de psychologues, qui ont vraiment essayé de ne pas prendre parti pris. Alors moi, je vais prendre un parti pris, c'est de dire que nous le voyons bien, de nous qui travaillons sur ces questions-là, et ça n'a pas été bien établi, même si ça a été souligné, que les femmes n'ont pas... alors j'essaie de trouver un terme correct pour ne pas, pour rester un tout petit peu un peu neutre, hein, mais je ne suis pas forcément neutre. Les femmes n'ont pas la meilleure part de la, de la justice, si on peut le dire. D'abord, il y a un biais qu'on constate envers, dans la plupart de nos cours de justice, et vous m'excuserez, monsieur le ministre, vous êtes aussi du corps professoral. Nous ne sommes pas là ici pour critiquer nos cours de justice, mais c'est la vérité. Nous avons remarqué que souvent les biais prennent le dessus au-delà du fait que vous venez de souligner effectivement que la plupart de nos mariages enregistrés, je viens de partager un lien qui nous permettrait un peu, ça vient de l'Organisation des Nations Unies, de la Commission économique africaine, UNECA, qui montre que effectivement la plupart des mariages en Afrique sont sous le droit coutumier. Que la situation actuelle, c'est que la plupart des mariages sont conclus en vertu du droit coutumier. Le divorce, qui est assez rare en raison de la polygamie, et là on parle évidemment des pays polygamiques. Je vous appelle depuis le Sénégal, je suis guinéenne, donc je vous promets que je comprends très bien ce contexte. Il est prononcé aussi suivant le droit coutumier africain. L'enregistrement civil des mariages et des divorces est par conséquent pratiquement inconnu en Afrique. C'est un rapport qui vient donc, comme je dis, de l'UNECA, et vous pourrez le lire en plus en profondeur. Alors, autour de cela, moi, ce que je veux savoir pour les experts qui sont sur le panel, c'est peut-être de creuser un peu plus leur perspective. C'est-à-dire que ce que nous, on a entendu ce soir avec leurs interventions, pour moi, nous sommes en fin de la chaîne du processus, en fait. Alors que oui, pour nous aider à améliorer, en tout cas à réparer et à répondre à la question du space, le mariage est-il nécessaire, le divorce utile, c'est que nous avons un nombre de considérations à prendre et qui ont été soulignées, comment le mariage il est fait dans le contexte africain, même pour des personnes qui sont passées par la case, sont alphabétisées, sont lettrées, sont même sorties de leur contexte pays africain, ont voyagé, etc. C'est les mêmes casse-têtes, et je dis pour les femmes. Parce que même lorsque
dont on a vu, et tout à l'heure, Mex prenait l'exemple de la France. Moi, je suis plus à l'aise de parler des systèmes de cours de justice, notamment nord-américains, américains que je connais mieux. Les luttes des militantes féministes et des organisations des droits des femmes et des avocates, des juges de la Cour suprême aux États-Unis particulièrement, ont renversé la tendance pour donner plus de poids et de respect aux droits des femmes et à faire peser ça dans la balance, y compris lorsqu'on passe l'aspect du contentieux, lorsqu'on est dans les réparations punitives ou rémunératrices par rapport à ce qu'on considère être dommage ou perte, ou voilà, ou en tout cas comment ils évaluent et calculent les dommages, les intérêts, les profits, etc. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que j'essaie de dire, c'est que dans nos cours de justice, dans les pays francophones, particulièrement en Afrique francophone, je suppose que c'est de ces pays-là qu'on parle, nous avons vu une tendance que une femme qui n'a pas de ressources, qui n'a pas les moyens d'avoir un avocat, qui n'est pas lettrée ou alphabétisée, a moins accès à l'information de son droit. Et donc, ce dont vous parlez, pour moi, je considère que ça s'applique à une classe aisée, une classe de l'élite, et pas forcément à la femme citoyenne lambda, y compris dans les régions rurales. C'est la première partie de mon intervention. Je ne veux pas être trop longue parce que je vois bien qu'il y a d'autres personnes qui certainement ont des choses à dire. Merci. Alors, sur ce point, en complément, je vais peut-être donner la parole tout à l'heure au juge et à l'avocate. Les psychologues sont là également. Mais il est important de comprendre quand même que pendant très longtemps, le cadre juridique du mariage, notamment dans nos États réciproques, était un cadre juridique formel. On avait tendance à penser que le mariage ne résultait que du ministère de l'officier d'état civil, c'est-à-dire étaient mariés ceux qui étaient passés devant l'officier d'état civil. Et pendant très longtemps, les combats des juristes, qu'ils soient femmes ou hommes, étaient un combat d'extension du cadre juridique du mariage. C'est en cela que la coutume, qu'elle soit religieuse ou qu'elle soit traditionnelle, a été prise en compte, et je me souviens que moi-même, garde des Sceaux, j'ai fait introduire en Conseil des ministres un projet de loi consistant à doter les gens de la coutume et les gens du culte du titre d'officier religieux de la coutume et d'officier religieux de la religion, avec comme mission essentielle de célébrer les mariages et de prononcer les baptêmes et d'inhumer les corps. C'était les trois fonctions. Le projet a raté en raison justement de la réaction de l'association des musulmans du Mali qui n'ont pas accepté que sur le principe du mariage, il est fait obligation aux candidats au mariage d'entrer, d'exprimer leur vœu de marier une seule épouse, donc la monogamie, ou de marier plus d'une épouse, donc la polygamie, étant bien entendu que dans leur esprit, on n'est pas obligé, dans la publication du bon, d'indiquer si on veut marier une personne ou deux. Donc de ce point de vue-là, quasiment l'ensemble des codes qui régissent le mariage aujourd'hui ont pris en compte les autres mariages célébrés en dehors de l'officier d'état civil. Si la question du divorce avait été réglée, parce que le divorce ne peut se passer autrement que par la voie judiciaire, la question du mariage lui aussi a été réglée avec une extension du cadre juridique qui nous donne probablement la possibilité d'aller prendre en compte d'autres mariages. Mariam, je te donne la parole une minute avant que le juge et l'avocate puissent réagir à ce qu'il a été entendu. Mariam. Merci beaucoup, maître. Évidemment, j'étais un peu soucieuse de ne pas prendre trop de temps. Mais en fait, ce que j'essaie de demander aux invités qui sont présents, c'est le fait que je suis. Alors, c'est vraiment pas une opinion personnelle. Le biais qui existe auprès des juges, des avocats, quand on voit dans les mariages, et que vous savez, je veux me pencher sur celles qui ne parlent pas
assez dans des espaces, dans les radios, dans les télés, y compris les spaces. Vous avez plusieurs cas que moi j'ai traités hein, dans le cadre de mon travail. Les femmes ont été celles qui ont été mariées très jeunes. Ce que vous appelez mariées de force, de façon, c'est dans un langage français bien construit, on a l'impression qu'on a forcé, mais en fait, on donne les filles en mariage sans leur consentement. Elles sont très jeunes, elles n'ont pas encore. Vous avez beaucoup parlé de consentement tout à l'heure. Elles sont souvent des petites filles très jeunes et c'est 10 ans après, avec quelques bébés en plus, qu'il y a des soucis qui se passent. Et elles ne passent pas devant ces procédures dont on vient de parler aujourd'hui. Que fait-on que font les barreaux de nos pays pour essayer de corriger cette injustice? Deuxièmement, dans les capitales où vous avez accès, donc la classe moyenne a accès à toute cette information. Je parle du Sénégal, je parle de la Guinée. Vous avez des lois bien écrites par des hommes. J'insiste sur ce point-là parce que je suis convaincue qu'une femme ne va pas ne va pas oublier de donner le consentement à une femme. On vous dit oui, mais la polygamie, c'est inscrit, mais on demande d'abord le choix. Vous pouvez choisir oui ou non. Mais l'officier d'état civil, il demande à qui? Il demande à l'homme seulement. On ne demande pas à la femme son avis. On demande à l'homme, vous choisissez. On dit que oui, l'homme aurait demandé à la femme et que la femme peut dire non, mais la pression sociale qui existe pour que les femmes ne disent rien à ce moment-là, et on sait très bien ce que veut dire le mariage dans le contexte africain. Ça, pour moi aussi, c'est une. Alors, je dis cela parce que je ne suis pas là pour militer en tant que tel dans votre space, mais je veux dire que les juges, les psychologues, les avocats qui prennent cette question de mariage au sérieux ou de divorce au sérieux devraient se pencher sur ce qui se passe avant la signature. Et nous avons le plus gros souci à ce point-là. Parce que si on sait que notre système de justice accepte ce qui peut être entre guillemets. J'ai été coupée, je ne sais pas si Non, c'est une non, erreur. c'est moi qui ai fait une grosse fausse manip. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé la parole, je voulais la lui donner, puis j'ai coupé Bon, tout je vais le monde. Allez-y. m'arrêter parce que je me dis, bon, peut-être Non, que je non, suis non, en non, train de. allez-y. D'accord, ben je vais chuter. De toute façon, ça m'a rappelé que je devais chuter. Donc, je faisais cette critique à l'endroit de nos cours de justice et de nos avocats, nos systèmes de justice, que le système du mariage, il est très en défaveur au départ déjà pour la femme, mais lorsqu'on est jeune, on n'est pas conscient de tout cela. Lorsqu'il y a des problèmes, euh, elle se retrouve acculée contre un mur et elle n'est pas forcément toujours face d'un juge ou avec des avocats. Merci. Merci surtout à toutes les personnes qui sont intervenues dans le cadre de ce space et qui, à l'occasion de leur prise de parole, ont été à même de pouvoir élargir le débat, de le compléter, de faire des observations et surtout d'ouvrir toujours la brèche de manière à ce que nous puissions discuter d'une situation qui nous concerne tous. En cela, un grand merci d'abord à nos invités, Monsieur le juge Sarr, qui est juge aux affaires matrimoniales en Côte d'Ivoire, à Korogo, qui a accepté de venir là et surtout de prendre la parole pour jouer parfaitement le jeu. Monsieur le juge, c'est bien réussi. Un grand merci à mon excellente consoeur Gracia Diagba également du Bénin, qui connaît non seulement ce dossier, mais encore est spécialisée dans d'autres matières du droit, a été à même aujourd'hui de prendre la parole sur le sujet, de jouer le rôle de l'avocat, mais surtout d'étendre sa connaissance aux pratiques qui l'amènent donc à aller dans l'espace communautaire UEMOA ou CEDEAO, justement, toujours sur les questions de mariage et de divorce. Et les deux psychologues, que ce soit Rayana d'une part et Doukolo d'autre part, qui nous ont élargi les horizons en campant sur la problématique psychologique de la chose, c'est qu'il n'est pas rien dans un contexte où véritablement les cœurs peuvent battre de manière telle entre le cœur qui bat pour l'amour et le cœur qui bat pour l'énervement. Entre les deux, il faut être capable simplement d'appréhender la réalité des choses. Bien évidemment, le mariage est nécessaire. Il est nécessaire tant qu'il est consenti, il est nécessaire tant qu'il est volontaire, il est nécessaire tant qu'il résulte de l'expression de consentement libre, ce qui pose la question du mariage précoce d'une part, ce qui pose la question du mariage forcé d'autre part, et ce qui, dans les deux cas, peuvent éventuellement être des douleurs. Or, quand on se marie pour le meilleur, on dit, et le pire,
personne n'envisage le pire si ce n'est le pire qui vous met dans un contexte de solidarité. Le mariage subi dans la douleur est un mariage qui doit ouvrir les perspectives du divorce, qui lui devient utile dans un contexte comme celui-ci, utile, comme le psychologue nous l'a dit, permettre à l'autre de vivre sa liberté, permettre à l'autre de ne pas supporter l'autre, permettre à l'autre de ne pas subir l'autre. Si supporter et subir l'autre peuvent avoir des incidences, d'abord sur la personne humaine, et ensuite sur son état de santé, et enfin sur son état psychologique, sans compter les incidences que cela peut avoir, notamment sur ce qui résulte du mariage. Je pense notamment aux enfants d'une part, je pense à la communauté des amis, à la communauté familiale, à la communauté des collègues, qui vient s'ajouter donc à l'espace familial au sens le plus large. Lorsque la douleur intervient dans le cadre du foyer, ce ne sont plus deux personnes qui sont concernées, mais au-delà de deux personnes, ce sont les enfants, et notamment lorsqu'ils sont mineurs, qui sont concernés, et c'est tout un entourage, et vous ne pouvez pas vous rendre compte aujourd'hui de l'impact calamiteux qu'il peut y avoir sur les hommes et les femmes d'une part, mais également sur les enfants, également sur tout l'espace au sens large, familial et professionnel donné. Et c'est pour ça que l'accès au juge est beaucoup plus important que l'accès à l'officier d'état civil. Parce que lorsque l'on n'accède même pas à l'officier d'état civil pour célébrer le mariage, là, on prend le pas sur le mariage à institution pour nous retrouver dans un contexte de mariage contrat. Il suffit juste que vous convenez avec une personne, qu'elle est la personne que vous voulez épouser et que vous êtes la personne qu'elle veut épouser en sens inverse. Votre seule expression de consentement est constitutif d'union, dans laquelle vous pouvez vous comporter l'un à l'égard de l'autre comme étant dans le cadre de la conjugalité. En droit, on dit la vente est parfaite dès lors qu'on est d'accord sur la chose et son prix. La chose, c'est le produit qui est destiné à la vente. Le prix, c'est le montant qui doit être payé en contrepartie de la vente. Même en l'absence de transfert du bien acheté ou de paiement, dès lors qu'on est d'accord sur le prix et la chose, la vente est parfaite. Il y va également du lien de conjugalité. Il suffit simplement que vous vous mettiez d'accord pour dire nous voulons vivre comme mari et femme d'une part, peu importe si on n'a pas vu l'officier d'état civil, nous voulons vivre comme tel et nous voulons vivre tout ce qui peut résulter du lien de conjugalité. Habiter sous le même toit, avoir souvent la même voiture, avoir souvent le même compte joint, avoir souvent des enfants, les élever, les éduquer, subvenir à leurs besoins. On n'a pas besoin de mariage formel dans ce cas. Par contre, la conséquence du mariage qui est le divorce ou la séparation des corps fait naître plus d'incertitude lorsqu'on n'est pas dans un statut de mariage que lorsqu'on est dans un statut typiquement contractuel. Il faut trouver le juge, ce n'est plus le juge aux affaires familiales lorsqu'on n'est pas marié, mais c'est le juge du contrat, c'est le juge du droit commun. Le débat à ce niveau est long. Le débat à ce niveau n'est pas simple. La preuve à apporter de la fourchette que vous avez achetée 10 ans auparavant, que vous voulez éventuellement prouver, n'est pas toujours facile ni simple à ce niveau. Et c'est pour ça que le combat doit être l'extension du droit du mariage à tout ce qui aujourd'hui peut être représentatif dans nos esprits de mariage, qu'il soit coutumier d'une part, qu'il soit religieux d'autre part, ou qu'il soit même en union libre. Il est important aujourd'hui que nos codes de la famille puissent prescrire des statuts types à ce type de réunion, de manière à ce que la conséquence qui en résulte soit aussi appréhendée par le droit. Et c'est pour ça que nos codes ont besoin d'évoluer, c'est pour ça que nos esprits doivent aller vers plus d'égalité, parce qu'il n'y a pas de mariage hors égalité. Il n'y a pas de mariage subi, il ne doit pas y avoir de mariage subi. Le mariage doit résulter de l'expression libre de consentement et surtout la conséquence qui en découle doit être une conséquence qui
engage tout le monde. On a dépassé le contexte des cadres du mariage où le mari est le chef de famille, où c'est lui qui a l'autorité et la puissance parentale. Aujourd'hui, le processus est d'aller vers plus d'égalité, vers plus de droits. Et après, il y a un élément important, c'est que les conséquences du divorce, qui peuvent être préjudiciables à bien des égards, doivent être nettement mieux appréhendées par le juge, probablement mieux indiquées par les lois et les règlements. Lorsqu'on a épousé une jeune fille de 16 ans, parce que ça existe aussi, que 10 ans après, 26 ans, elle est la mère de 7 enfants dont la moitié est mineure, forcément mineure, tous les autres d'ailleurs, je raconte des bêtises, et que aujourd'hui vous lui proposez un divorce souvent violent, en ne lui laissant pas d'autre possibilité que de vivre dans la diminution et que la loi n'est pas protectrice justement de ce genre de situation, que le juge lui-même n'est pas regardant de la situation de préjudice qui est créée consécutivement au mariage, et eu égard au fait que ce mariage a été conclu à un moment où la fille n'avait que 16 ans et qu'à 26 ans, elle est obligée de supporter le divorce en n'étant plus chez ses parents, en se trouvant un toit, en élevant les enfants, en assurant aujourd'hui une nouvelle vie qui n'est pas toujours facile à ce niveau. Donc la prise en compte des conséquences du divorce, que ce soit en termes de prise en charge au titre de la pension alimentaire, que ce soit en termes de prise en charge au titre de la prestation compensatoire, qui est le préjudice créé chez l'homme ou chez la femme consécutivement à un divorce, les juges doivent être assez regardants de ces situations. Et c'est vrai que la plupart des juges encore sont des juges hommes dans nos juridictions, et que dans un pays comme la France, le droit de la famille a été bouleversé lorsque le processus de la présence des juges était beaucoup plus manifeste vis-à-vis des femmes et que les avocates étaient aussi présentes et puissantes. Ce n'est que comme ça qu'on est arrivé aujourd'hui à conquérir de nouveaux espaces pour les femmes dans le cadre du droit de la famille et que l'autorité parentale était partagée à deux, que la puissance et l'autorité paternelle n'incombaient plus au mari, que la prise en charge des revenus dans le cadre de l'indemnisation et de la réparation des préjudices sont des situations qui sont réelles aujourd'hui, que lorsque la pension alimentaire n'est pas payée, elle peut être non seulement captée sur un compte bancaire, mais au-delà, elle peut faire l'objet justement d'une poursuite judiciaire qui peut aller jusqu'au pénal à ce niveau. Donc, progressivement, tranquillement, je pense qu'on arrivera sans doute à bâtir un espace familial mieux appréhendé par le droit et mieux protégé par la justice. Merci Amine et merci à tous et bonne nuit à vous tous. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, nous vous invitons à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur Twitter et nos réseaux en général, ainsi que sur d'autres plateformes pour rester informés des prochains débats en live et des épisodes à venir. N'hésitez pas à partager votre avis sur l'épisode, nous sommes toujours reconnaissants lorsque vous vous exprimez.